Mon nom est Michèle Morin. Je travaille chez Danone. Je m'occupe du service aux consommateurs depuis des lunes et depuis un petit peu plus de 10 ans, en fait. J'ai commencé chez Danone au service à la clientèle, autrement dit au service au magasin. Et puis, j'ai fait un quatrième bébé pour revenir au service aux consommateurs à l'intérieur du marketing. Alors, quand je suis arrivée, notre service aux consommateurs, c'était un centre d'appel qui était déjà établi, mais le numéro 800 n'était pas encore sur nos produits. Ça faisait quelques années que Danone avait acheté l'entreprise de Lille et on commençait à faire l'expansion partout au Canada. Et puis, quand il y a eu le numéro 800 sur tous nos produits, alors le centre d'appel s'est mis à avoir plus d'appels et ils ont eu besoin de quelqu'un pour s'occuper de ça spécifiquement. Alors, c'est moi. Est-ce que c'est le bouton? Oui, ça devrait être le petit bouton. C'est pas le bouton centre sur le... C'est celui de gauche. Bon, alors, pour commencer, on va parler des plaintes, des contacts consommateurs, qui au début, c'était des simples lettres aux médias sociaux aujourd'hui. On va parler de la transformation du département des plaintes au avoir des agents marketing. Et puis, je vais vous parler un peu des outils et des gens dont on sert au service aux consommateurs et pour animer les communautés. Je vais vous parler un petit peu des données qu'on analyse. Alors, bon, mon image est un peu exagérée, hein? Ça fait plus années 20 qu'années 80, mais dans les années 80, c'était surtout des lettres que les consommateurs envoyaient aux compagnies. En 90, dans les années 90, on avait un réel centre d'appel. Après l'arrivée d'Internet, on a ajouté les courriels. Et aujourd'hui, l'agent au service aux consommateurs a à jongler avec une multitude de portes d'entrée et d'outils. Alors, c'est clair que le centre d'appel avec l'agent avec son casque n'existe plus. L'autre différence que cela a apporté, ce sont les heures d'ouverture et les jours de disponibilité. Notre centre d'appel était déjà ouvert 24 heures sur 24, mais ce n'est pas les heures qui étaient annoncées. Alors, c'est évident que tous les contacts qui étaient de nuit étaient extrêmement rares. Aujourd'hui, c'est encore rare. Dans l'alimentation, il y a peut-être certains domaines où c'est plus répandu. C'est quand même rare que les gens ont envie, mangent un Activia au milieu de la nuit. Quand on se lève la nuit, c'est pour manger du chocolat ou des choses comme ça. Non, mais c'est une rage de quelque chose de pressant. Et c'est rare qu'on a envie de parler ou d'écrire ou de chatter avec un agent. Alors, je vais parler, moi j'aime beaucoup parler de mes erreurs parce que je les ai à peu près toutes faites. Et puis, quand on a eu notre premier site web, en fait, c'est moi qui s'en occupais. Et puis, quand on a commencé sur les médias sociaux, la même chose, c'est moi qui s'en occupais. Et je dirais que la pire erreur, c'était de travailler seul. Parce que le volume n'était pas très important, comme quand on a commencé à répondre aux emails, c'est moi qui répondais aux emails le soir, avant d'inclure ça au centre d'appel. Et puis, je me suis rendue à un moment où je suis devenue fatiguée. Parce qu'en fait, j'étais sur mon cellulaire et on parlait des agents, Suzanne parlait d'agents qui animaient 24 heures, 7 jours. Eh bien, je l'ai fait et je pense qu'il y a quelque chose de malsain là-dedans. Je pense qu'il faut être capable de se mettre à off. Oui, c'est ça. Il faut. Oui, mais là, on n'était pas trois encore. Là, on est toute une équipe. Mais au début, comme il n'y avait pas de volume qui justifiait des ouvertures de postes ou d'avoir des équipes, eh bien, je l'ai fait seule et puis c'était une erreur. Ensuite, l'autre erreur avec laquelle j'ai eu à dealer, c'est le travail en silo. Je me rappelle d'incidents particulièrement déplaisants où c'est un consommateur qui apprend à un agent qu'il y a une promotion à tel endroit. Et l'agent me l'apprend. Et ça venait des fois de mon propre département, du marketing, et des fois ça venait des ventes qui faisaient une promotion dans une bannière dans l'Ouest. Et puis ça, c'est devenu un irritant et ça cause de l'insatisfaction chez les consommateurs parce qu'il parle à un agent ou il écrit à un agent qui n'a aucune idée de quoi il parle.
Alors, une des choses, on l'a réglé, ce problème-là. En fait, les deux problèmes, maintenant, je suis capable de fermer mon cellulaire et je travaille plus seul. Je travaille avec toute une équipe interne et externe. Et puis, on ne travaille plus en silo. En fait, ça, c'est un peu un graphique de notre structure aujourd'hui. Ça, c'est tous les départements chez Danone. Et en rouge, c'était moi à l'intérieur du marketing. Maintenant, tout est dirigé vers le département digital dont je fais partie. Et là-dedans, il y a l'animateur de communauté, il y a l'agent de relations publiques, il y a aussi des agences externes dont on a besoin justement pour assurer le 24 heures, le 7 jours sur 7. Et puis maintenant, dès qu'il y a des activités, peu importe où ça se passe et quel genre d'activité, eh bien, tout passe par l'équipe digitale. Et puis, donc, tous les gens qui travaillent avec le service aux consommateurs, qui discutent avec les consommateurs, sont au courant de ce qui se passe partout au Canada. Ça, c'est une structure qui est toute nouvelle et puis fonctionne très bien. Qui réside au département de marketing. Oui. Ben, en fait, le département digital est dans le département marketing. Par contre, il y a des gens de d'autres départements qui travaillent en digital aussi. Donc, toutes les ventes, les relations publiques, eh bien, quand ils font des choses à l'externe, ils briefent le département digital. Et le département marketing aussi, évidemment. Alors, tout ça résulte à bien meilleur alignement dans nos messages, dans nos Q&A, dans ce qu'on veut communiquer aux consommateurs. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de l'évolution du département des plaintes. Étienne, nous, on travaille encore, Étienne travaille encore chez nous, et puis à nos agents qui sont devenus des agents marketing. En fait, ça a commencé avec ça ici. Ça fait quelques années qu'on applique ça. On fait un sondage auprès des consommateurs, on le dirige vers une interface de sondage où il peut nous dire, après avoir passé au service au consommateur, comment il est satisfait du service au consommateur. Alors, en fait, on a atteint notre objectif bien en décembre 2013. Alors, on a décidé après de passer à autre chose. Je n'ai pas mis les chiffres, mais on a dépassé nos objectifs. C'était d'avoir moins de 1 de consommateurs qui étaient vraiment déçus du service au consommateur et d'en avoir plus de 90 qui étaient satisfaits ou très satisfaits. Donc, comme on a dépassé notre objectif, puis qu'on ne peut pas dépasser les 100 on a décidé quand même de hausser la barre. On a décidé de créer un nouveau type de consommateur. On le voit, ça, plus pour des marques de vêtements, pour des produits en particulier, peut-être aussi avec une cible plus jeune. Mais ce qu'on cherchait, c'est d'avoir un consommateur qui, pas seulement grâce aux produits, mais grâce aussi aux services qu'il a reçus, qui devient tout à fait dévoué à la marque. Alors, l'objectif, c'est que chaque consommateur se sente unique, se sente spécial, comme une icône. Et puis, pour le faire, il faut, pour le même service, pour le même genre de plainte ou de question, il peut avoir le même genre de réponse et exactement la même réponse, le même niveau de service, mais selon les attentes du consommateur, un peut être insatisfait et l'autre très, très satisfait. Alors, on a donné la liberté aux agents de sortir des procédures qui étaient très rigides et lui donner comme objectif de toujours dépasser les attentes du consommateur. Juste par curiosité, je suis probablement trop teintée par l'assurance, mais quel genre de plainte qu'on peut avoir concernant le goût? Oh, j'en ai. Je ne répondrai pas tout de suite, parce que j'en ai une petite liste. Oui, on va y arriver tantôt, qu'il y a des exemples très, très précis. Fait qu'il n'y a pas juste des méchants assureurs, il y a des méchants fabricants de goût aussi. Oui, mais quand même, c'est une minorité de nos contacts. Mais quand on est dans l'alimentation, puis quand on est dans un produit qui est fragile, comme le yogourt, puis qu'on a aussi des produits qui ont des bénéfices pour la santé, on a beaucoup de questions, surtout beaucoup de questions. On a des plaintes aussi parce que le yogourt est un produit fragile, qui a de la difficulté à voyager, qui tolère mal les différences de température. Et puis, oui, on a des plaintes aussi. Pour dépasser les attentes du consommateur, j'en ai parlé un petit peu. D'abord, être au courant de toutes les activités qu'on a au marketing puis partout au Canada.
Aussi, nous, on n'a pas une cible qui est extrêmement jeune. On a les jeunes, les enfants et les jeunes de 15 à 25 ans mangent beaucoup de yogourt, mais c'est pas eux qui l'achètent, tout simplement. Non. Puis, par contre, on sait que les habitudes s'ancrent dans l'enfance, les habitudes alimentaires, mais les jeunes ne vont pas s'acheter du yogourt. Et même quand ils partent en appartement, qu'ils commencent leurs études, par exemple, c'est pas du yogourt qu'ils s'achètent. Bon. Alors, c'était, ça fait partie des erreurs qu'on a fait et qu'on a appris. C'est des consommateurs, là, on en a entre 25 et 75 ans. Avoir une promotion sur un packaging qui est seulement accessible par Facebook, c'est pas une bonne idée. Parce que c'est pas nécessairement notre cœur de cible et ça prend plusieurs portes d'entrée. Ensuite, ça aussi, ça a été une cause de catastrophe, je dirais, en termes de nombre de plaintes. C'est qu'il faut garder en tête qu'une agence web à qui on confie un mandat, eux, c'est une cible particulière. Hein? Eux autres, c'est des geeks en informatique. Ils ont des écrans grands comme ça dans leur bureau. Ils ont des connexions Internet souvent 10 fois plus rapides que ce que nous-mêmes, nos consommateurs, ont. Et puis, eux autres, les étapes et les difficultés pour s'inscrire, ce n'est pas vraiment un obstacle. Mais on a vécu des catastrophes, par exemple, juste avec des codes à rentrer. Tu sais, un B puis un 8, un O puis un 0. Et puis, devoir à traiter des centaines de contacts. C'est pas juste le coût que ça amène, c'est aussi la frustration, le consommateur qui prend la peine de rentrer son code. Ça ne marche pas et qui, après, doit communiquer avec nous. Alors, ça, c'est une des choses qu'on a appris, qu'on a bien intégré, c'est que tout ce qui est concours, qui est promotion, qui demande un enregistrement, doit être le plus simple possible. Alors, on va aborder un petit peu les outils qu'on utilise, que j'utilise et que les gens de mon équipe utilisent aussi. Moi, mon préféré, c'est le sondage. En fait, il y en a même dans mon département qui m'appellent Madame Sondage. Je suis Madame Coupon, Madame Sondage aussi. J'ai vraiment comme un faible pour les sondages. Je me suis rendu compte que quand on envoyait un newsletter, quand on fait juste pousser un produit, on a des centaines de désabonnements. Mais quand on pousse un produit et qu'on met un sondage accolé à ça, le taux d'ouverture est plus élevé et le taux de désabonnement est faible. Et le taux de participation est très, très surprenant. Sur Facebook, on fait des sondages régulièrement. Il y a un bel outil sur Facebook qui le permet. Et puis, ce sont nos posts qui ont le plus haut taux d'engagement. Le consommateur, c'est sûr qu'on est dans l'alimentation, mais je crois que ça pourrait être la même chose dans les produits de beauté ou dans les vêtements. Le consommateur adore qu'on lui demande son opinion. Et puis, naturellement, je vous ai parlé un petit peu plus tôt du taux de satisfaction. Eh bien, ça, c'est quelque chose qu'on fait. Chaque consommateur qui passe par notre service a la chance, après, d'être redirigé et donner son avis sur le service qu'il a reçu. C'est pour ça qu'on connaît notre taux de satisfaction. Et puis, comme on a des taux de réponse très, très élevés, le résultat qu'on a il est scientifique. On a la plupart du temps, on a plus que 1000 répondants. L'autre grande utilité qu'on a trouvée, puis qui est très, très utile dans le cas de l'alimentation, c'est que ça coûte très, très cher faire des tests consommateurs. Et puis, c'est drôle parce que ça fait une belle boucle. On a les consommateurs qui nous font des suggestions de saveurs, de formats, de produits. On compile ces suggestions-là, on voit les tendances. Des fois, c'est 10 une année et tout à coup, ça devient exponentiel. 40, 100, 800 l'année suivante. Alors, on les suit, les suggestions, on les suit de très, très près. Et puis, quand on a un nombre qui est intéressant ou une tendance qui se dessine, on le communique aux gens qui font du développement de produits. Eux vont avoir une idée, soit de saveur, de format, de ligne de produits, et puis, ça va revenir. Ils vont dire, OK, peux-tu me faire un sondage auprès de ma cible, qui est, mettons, les hommes, femmes, selon l'âge. On prend notre base de données, que je vais vous présenter un petit peu plus loin, et puis, on envoie un sondage à ces consommateurs-là, disons un choix de 10 saveurs, on fait un entonnoir, on a la réponse qui reste seulement 4 saveurs, et puis là, on va en test conso. Alors, quand on arrive en test conso, on a déjà un éventail où
un nombre de choix qui s'est beaucoup réduit. On réduit beaucoup les coûts. Et puis, je le répète encore parce que je le trouve particulièrement important, le consommateur adore donner son avis. C'est très étonnant comment il aime répondre. Puis sur tous les sujets. Ça peut être sur une pub, ça peut être sur la musique, ça peut être sur la couleur d'un pot, ça peut être sur la saveur. Le nom d'une saveur. On a déjà demandé les préférences et puis choisissait des noms plus jazzy que qu'est-ce que nous, on aurait choisi. C'est vraiment intéressant. Et puis, il y a des outils. Nous, on a un propre outil qu'un fournisseur nous a développé, puis des outils de sondage gratuits. Il y en a à profusion. Un autre outil qui nous aide, bien, moi, qui a commencé par m'aider à pouvoir être offline des fois, c'est ça aussi, il y a énormément d'outils payants et gratuits de web monitoring puis de systèmes d'alerte. On a, au début, c'est peut-être arrivé dans d'autres entreprises, quand on engage notre premier animateur de communauté, c'est toujours le gars ou la fille sur Facebook. On a de la difficulté à le voir comme un professionnel, tu sais, ou comme un vrai manager. Là, sa position a changé. Il y a des cours à l'université qui se donnent là-dessus. Et les gens qui arrivent, ce n'est pas juste des gens qui aiment être sur les médias sociaux, c'est des gens qui sont formés. Alors, nous, chez Danone, c'est sûr que tout ce que je vous ai présenté à date, c'est très danonisé. Hein? Je ne donne pas de cours et je ne fais pas de leçons à personne. J'explique comment ça se passe chez nous. Nous, on l'a externalisé à tout ce qui est web monitoring puis alerte, parce que même s'il y a des alertes, bien, si on est abonné aux alertes, en tout cas, j'ai mon cellulaire, même si on est abonné aux alertes, on passe notre temps à vérifier, puis il y en a plein qui ce n'est pas des vraies alertes, c'est fait avec des mots-clés et tout ça. Nous, on l'a externalisé avec une agence qui, elle, fait un tri, premièrement, qui est un vrai 24 heures, 7 jours, et lorsque mon téléphone sonne, puis que c'est écrit qu'il faut que j'appelle ou qu'il faut que je me rende au bureau ou qu'il faut que je réponde, c'est parce que c'est majeur. Alors, par chance, ça arrive pas souvent, mais ça a beaucoup sauvé de temps aussi après ça aux communautés, à tous les animateurs de communautés qui ont travaillé chez Danone. Ils passent plus de temps maintenant à se concentrer sur la stratégie, sur les graphiques, sur calculer la portée de tout ce qui se passe sur les médias sociaux. Bon, j'ai vendu mon punch, j'étais rendue à l'animateur de communauté. Alors, je vais passer ici. Maintenant, il y a c'est moi. Il y a quelqu'un qui s'occupe juste du service aux consommateurs chez Danone. Moi, mon rôle, c'est surtout de faire le training aux agents qui répondent, aux agents qui chattent, aux agents et aux gens qui animent aussi les communautés. Naturellement, j'analyse tout ce qui est contact et j'en fais et je publie les résultats. Et ensuite, ça, c'est un autre sujet que je trouve très, très important. Je trouve qu'il n'y a rien qui me dérange le plus de répéter la même erreur. On le fait encore, malheureusement. Alors, je trouve ça hyper important de vraiment répertorier c'est quoi nos meilleures pratiques et c'est quoi nos pires erreurs ou nos erreurs. Et après ça, les mettre à la disposition de toutes les équipes qui font des promotions, des activités. Comme on travaille dans l'alimentation, et nous, on a tout un département qui s'occupe du réglementaire. On a aussi une avocate et on fait affaire aussi avec une avocate qui est spécialiste à l'externe pour tout ce qui est les règlements. Les règles au Québec, les lois sont différentes au Canada et ça a l'air simple, mais faire du copier-coller de règlements déjà rédigés, ce n'est pas une bonne idée. Présentement, je ne sais pas s'il y en a qui le vivent, il y a une loi qui vient de rentrer en vigueur qui était sur la confidentialité, sur voyons, je ne suis pas capable de le dire en français, je vais le dire en anglais, sur tout ce qui est privacy. Et puis, on a reçu énormément de contacts dans la dernière semaine. Puis, je pense qu'il y en a eu ailleurs. J'en ai vu sur les médias sociaux aussi. Et puis, pour les questions plus délicates, puis avoir quelqu'un, qui soit à l'interne ou à l'externe, qui s'occupe juste du réglementaire, ça aide à rédiger des réponses qui sont plus sensibles. Habituellement, quand on mélange les avocats, le temps de réponse est un peu plus lent. Oui. Chez nous, c'est comme ça, en tout cas.
Oui, par contre, nous, au niveau 1, on dit qu'il y a plusieurs niveaux, un niveau d'escalade, il y a tout de suite une réponse immédiate qui est faite. Alors, si c'est sur la page Facebook, on peut inviter le consommateur, si on a besoin d'échanger ses coordonnées, à passer en privé, mais il est répondu quand même tout de suite. Et s'il y a un délai de réponse, des fois ça peut être une journée, des fois ça peut être 48 heures, des fois ça peut être plus, alors en privé, c'est possible de continuer le dialogue et absolument, puis de l'informer au fur et à mesure du développement de son dossier. Avant le centre de services aux consommateurs, bien c'était le bureau des plaintes. Mais c'est encore le cas. C'est facile aujourd'hui, avec tous les contacts qu'on a, toutes les portes d'entrée qu'on a, d'oublier qu'un service au consommateur doit d'abord répondre aux plaintes. Et puis, je pense qu'on n'est pas les seuls chez Danone. Je pense qu'il y en a dans plusieurs entreprises. Comme le nombre de contacts a énormément augmenté, c'est facile de dire maintenant, 10 de nos contacts seulement sont des plaintes. Mais en fait, aujourd'hui, je trouve que c'est encore plus important que le rôle premier, ça soit d'être le département des plaintes, parce que avant, pour rendre une plainte publique, il fallait écrire un journal, il fallait que le journaliste trouve ça intéressant et qu'il le publie. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors, chaque plainte doit être traitée jusqu'au bout et, dans notre cas, jusqu'à temps que les attentes du consommateur soient dépassées. Donc, que le consommateur, quand il a terminé, même s'il y a eu un problème avec le produit, soit encore plus attaché à la marque que s'il n'y avait pas eu de problème avec le produit. Et ça, on est capable de le faire. Alors, c'est pour ça que je dis qu'un consommateur qui se plaint, c'est un consommateur qui est précieux et qui nous rend service. Donc, chez Danone, on parlait des exemples de plaintes, bien en voilà, et c'est quand même des choses qui sont assez communes. Alors, chez Danone, on rapporte les plaintes de façon toutes les semaines, tous les mois, et on fait des rapports annuels, puis on regarde les tendances d'une année à l'autre. Et oui, il peut y avoir des gens qui n'aiment pas notre musique. Puis ça, à ce sujet-là, j'ai eu justement, dans les débuts des médias sociaux, toute une affaire avec, sur un site d'opinion. Il n'y avait pas encore Facebook. C'était quelqu'un qui avait écrit un énorme commentaire sur la musique d'une de nos pubs. Puis, il était très, très fâché parce qu'il disait que notre musique était en anglais. Et puis, il n'y avait pas de paroles, mais la musique était en anglais. Et puis, moi, je regardais, on a tous regardé les pubs qui avaient pu passer la dernière année. On n'arrivait pas à trouver c'était quoi. Alors, avec l'aide, relations publiques, encore, département réglementaire, comme si c'était sur les Internets et que c'était accessible à tout le monde, on avait rédigé une belle réponse. Et là, ça avait déboulé, embarqué. Oh, il n'y a pas de nom que je ne me suis pas fait traiter. Et c'est encore aujourd'hui, si on le cherche, disponible sur Internet. Et tout ça pour arriver finalement que la consommatrice dit « Je me suis trompée de compagnie. C'était pas une pub de Danone, c'était la pub d'une gomme. » On avait passé des jours là-dessus à se répondre puis à mobiliser des ressources. Fait que celle-là, on l'avait trouvée vraiment drôle. C'est pour ça que j'ai dit votre musique me rend fou. Alors, toutes les semaines, tous les mois et chaque année, on reporte à tout le monde, mais aussi spécifiquement à chaque département. Ou quelqu'un qui n'aime pas le goût, ça ne veut pas dire que le produit a un problème de qualité. Il peut avoir des problèmes de qualité avec l'emballage, avec le goût, avec les ingrédients. Ça peut être marketing, ça peut être une plainte du service au consommateur que je dois traiter. Et puis, il peut y avoir aussi des plaintes qui sont pour la supply chain ou pour les ventes, un produit qui n'est pas disponible dans certains magasins. Donc, c'est toujours le département des plaintes, mais c'est beaucoup plus. Alors, ça, dans la partie qui s'en vient, je ne peux pas dire qu'on y est à 100 %. Il y a encore une petite partie qui est dans le domaine du fantasme. Mais on s'en va vers ça de plus en plus. C'est que tous les contacts soient analysés.
quand on travaillait plus en silo, il y avait les contacts Facebook, il y avait les contacts par email, il y avait les contacts par téléphone. Maintenant, on centralise tous les contacts, peu importe la porte d'entrée du consommateur. Et les contacts sont aussi calculés, même s'ils n'ont pas lieu sur une de nos interfaces, même si le consommateur n'a pas communiqué avec Danone. Et toutes ces données-là, ils sont compilés dans une seule base de données. Ça, on a fait des découvertes très, très intéressantes là-dedans. Parce qu'on peut avoir un consommateur qui commande des coupons, mais qui a fait une plainte il y a 2 ans. Entre-temps, il a changé de produit, qui s'est abonné à la newsletter, qui est aussi un fan Facebook. Et nous, on a le portrait de ce consommateur-là. Pour devenir, on a un club qui a plus que 500, on est rendu à presque 550 000 abonnés. On les appelle des Dan fans. Ces gens-là, ils sont profilés. Alors, c'est comme un peu les gens de Métro, quand on s'abonne à Métro et moi, on sait les gens, combien ils ont d'enfants, quel âge ils ont, on sait en quelle année ils sont nés, on sait quel est son produit préféré, puis on sait comment il a interagi dans ce qu'on appelle la matrice. Alors, le rôle de l'agent au service au consommateur, c'est pas seulement de répondre aux questions aujourd'hui, ni de dépasser les attentes du consommateur en traitant sa plainte, c'est aussi de le diriger vers un ou l'autre de nos services. Par exemple, on peut avoir une dame qui appelle à la ligne 800, qui prend l'ancien chemin, qui est encore la moitié de nos contacts, et qui dit « J'aimerais ça avoir des coupons ». On lui dit « D'accord, madame, on va vous en envoyer ». On en envoie. On dit, si vous voulez, vous pouvez vous abonner à notre newsletter, donc se profiler. Et puis, dès qu'on va avoir des nouveaux coupons qu'on va mettre en ligne, automatiquement, vous allez recevoir une alerte qui va vous aviser. Et puis, donc, le rôle de l'agent, c'est en ça qu'il devient un agent marketing aussi, c'est qu'il peut diriger le consommateur vers une autre source. Pour terminer, j'ai l'impression d'avoir fait un tour complet parce qu'on a commencé avec les consommateurs qui nous écrivaient des lettres. Eh bien, depuis janvier, on a commencé à écrire des lettres aux consommateurs à la main. On est retourné au début du siècle. En fait, ils ne sont pas en forme de cœur. Non, on a fait un petit peu plus fancy. C'est un genre de petite carte postale Danone. Et puis, on a donné... En fait, j'ai commencé, moi, à faire ça à l'automne dernier, mais à mon bureau, alone. Tu sais, j'ai dit pas travailler tout seul, mais je voulais faire un test avant de proposer mon projet. Je me suis mis à écrire des petites notes sur quand même un petit papier Danone, à la main. Puis j'ai eu tellement des réactions positives que j'ai dit, OK, maintenant, on va confier ça aux agents. Il y a des chefs de marque qui le font aussi, qui demandent à le faire parce qu'on leur communique les commentaires des consommateurs, puis disent « Hey, lui, j'aimerais lui répondre », et qui écrivent une note à la main. Alors, j'ai commencé par le faire tout seul, et maintenant, j'en ai livré des caisses aux agents du centre d'appel, et puis j'ai dit, quand il y a un commentaire, des fois, c'est juste un compliment, des fois, c'est juste une suggestion, quelque chose qui vient vous chercher, qui vous touche, vous lui envoyez une note à la main avec une gratuité. Il y a un petit cadeau qui vient avec, naturellement. Puis là, c'est drôle parce que au début, j'avais comme, OK, mais on a-tu des scripts? On a-tu des exemples? J'ai dit, non. OK, faut-tu faire corriger? Faut-tu faire... J'ai dit, non. Votre seul objectif, c'est d'en envoyer tant de milliers cette année. C'est tout. Vous écrivez ce que vous voulez, comme vous le voulez. L'important, c'est que vous répondiez avec votre cœur à quelque chose qui est venu vous chercher. Alors, on est retourné en 1980 ou au début du siècle, mais je pense que justement, ça nous permet de nous démarquer, pas juste de nos compétiteurs, de nous démarquer tout simplement. Vous n'avez pas eu de commentaires de clients sur la qualité du français ou de l'anglais? Non, parce qu'à la base, nos agents répondaient déjà au courriel. Okay. Et puis, ils ont déjà une qualité. Sans script, Non, il y avait des scripts, mais il y avait déjà une très haute qualité pour l'écriture. Okay. Parce que quand même, le centre d'appel il a été mis en place au milieu des années 90. Et puis,
sais, Internet, c'est vraiment répandu vers 97, 98. Nous, on a eu un site web un petit peu plus tard. Alors, déjà, tous les agents qui sont présentement en place écrivent très bien. C'est un des critères d'embauche. Oui? Tu parlais de profilage, de PD qui est quand même assez important. Oui. Ce que j'en comprends, c'est que dans votre CRM, les agents, centres de contact, ils ont accès à cette info-là pour orienter les clients vers les autres ressources ou points d'entrée, non? Non. OK, ils n'ont pas accès à ce profil. Non, ils n'ont pas accès. Au marketing, mais pas au centre de contact. Exact. Au centre de contact, ils n'ont pas accès à ces données-là. Okay. Ils sont extrêmement protégés. En fait, c'était un des premiers critères parce qu'au début, quand on a commencé à faire des activités avec des agences web, ça peut être hébergé partout sur des petits serveurs et puis il y a des problèmes de sécurité importants qui se posent. Alors, c'était un critère très, très important pour nous autres. Alors non, ce n'est pas accessible. Et en fait, quand on étudie ces données-là, ils sont étudiés de façon tout à fait anonyme, sans le nom et l'adresse du consommateur. Puis ça, ce profilage-là nous permet aussi, quand on envoie des newsletters, d'envoyer une newsletter qui est vraiment destinée à cette personne-là. Mais tu ne veux pas éventuellement faire ton traitement de service quand tu es en contact avec ce client-là, justement, personnaliser ton service? Ça serait intéressant. Ça serait intéressant, puis c'est pas exclu. On n'est peut-être pas encore rendu là. On a peut-être. Je sais que le CRM va exploser, surtout en 2015. Il y a plusieurs personnes qui travaillent sur un plan CRM présentement. Ça fait quand même 3-4 ans qu'on est en train de le mettre en place. Mais je pense qu'on a encore beaucoup de choses à faire. Tu nous parles du consommateur, mais tu es en B2B. Toi, tu distribues le produit. Est-ce que tu donnes le même service à ceux qui distribuent ton produit? En chat ou en ligne? Pas juste le grand consommateur? Moi, je m'occupe seulement, tout ce que j'ai présenté aujourd'hui ne concerne seulement que le consommateur. Mais on a un département qui travaille, je pense qu'on appelle ça à la supply chain, mais c'est vente supply chain, qui s'occupe juste d'eux autres. Je ne connais pas leurs outils, par exemple.